Avez-vous jamais remarqué que les esprits les plus brillants de l'histoire ont puisé leur génie dans le silence? Il existe un secret qui défie tous ces « eux » que la société nous a enseignés sur la connexion et le succès. Alors que le monde nous dit que nous devons être constamment disponibles, entourés de gens, validés par les autres, il existe une vérité transformatrice que très peu découvrent. La solitude consciente n'est pas de l'isolement. C'est le laboratoire secret où se forge la véritable intelligence. Nietzsche le savait parfaitement. Pendant des années, il s'est retiré dans les Alpes suisses à Sils Maria, loin du tumulte parisien et des salons bourgeois, pour façonner certaines des idées les plus révolutionnaires de la philosophie européenne. CE n'était pas de la misanthropie, c'était de la sagesse. Il comprenait que les esprits les plus brillants ont besoin de silence pour penser, d'espace pour créer et de solitude pour découvrir qui ils sont vraiment quand personne d'autre ne regarde. Dans cette vidéo, vous découvrirez les techniques spécifiques qu'utilisaient des génies comme Nietzsche pour transformer leur solitude en pouvoir intellectuel. Je vous montrerai comment transformer votre temps en solitaire en l'entraînement le plus puissant pour votre esprit, et pourquoi maîtriser la solitude consciente vous donnera un avantage intellectuel que d'autres ne développeront jamais. Comme l'a dit Nietzsche, tous les hommes vraiment grands ont considéré la solitude comme quelque chose de sacré. Il ne parlait pas d'isolement par peur, mais de cette solitude stratégique qui permet à l'esprit d'accéder à son potentiel maximum. Quand avez-vous été pour la dernière fois complètement seul avec vos pensées, sans aucune distraction extérieure? Si vous devez réfléchir à la réponse, vous comprenez déjà pourquoi maîtriser cette compétence peut transformer votre capacité intellectuelle pour toujours. La société moderne a fait de la solitude quelque chose de terrifiant. Nous avons été conditionnés pour croire qu'être seul signifie être incomplet, que nous avons besoin de la validation constante des autres pour savoir que nous existons. Intro-end. Mais voici le paradoxe le plus fascinant. Plus une personne est intelligente, moins elle a besoin de cette validation externe. Non pas parce qu'elle est arrogante ou antisociale, mais parce qu'elle a découvert quelque chose que la plupart ne trouveront jamais. Que la véritable compagnie, la plus enrichissante, c'est celle qu'on se fait à soi-même. Nietzsche a écrit « Tous les hommes vraiment grands ont considéré la solitude comme quelque chose de sacré. Il ne parlait pas d'isolement pathologique ou de fuir les autres par peur. Il parlait de cette solitude consciente et choisie, celle qui permet à l'esprit de s'épanouir, sans les limitations qu'imposent les opinions d'autrui, les attentes sociales et le bruit constant d'un monde qui ne cesse de parler. Réfléchissez-y un instant. Les idées les plus révolutionnaires de l'humanité ne sont pas nées dans les foules. Darwin a élaboré la théorie de l'évolution lors de SES promenades contemplatives dans la campagne anglaise. Einstein a conçu la relativité dans le silence de son bureau à Berne. Marie Curie, cette brillante Française d'adoption, a fait ces découvertes révolutionnaires dans son laboratoire de la rue Laumont, souvent seule face à ses éprouvettes. La solitude ne les a pas affaiblis. Elle les a renforcés d'une manière que la compagnie constante n'aurait jamais pu accomplir. Mais qu'est-ce que la solitude a de si puissant pour le développement intellectuel? La réponse réside dans la façon dont notre esprit fonctionne quand il se libère enfin du besoin de traiter constamment les signaux sociaux, des attentes externes et des jugements d'autrui. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur portable avec une multitude de programmes ouverts en même temps. Quand nous sommes entourés de gens, notre processeur mental consacre une quantité énorme d'énergie à CE que les psychologues appellent cognition sociale. Nous lisons constamment les expressions faciales, interprétons les tons de voix, ajustons notre comportement pour nous intégrer. Nous préoccupons de la façon dont on nous perçoit. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue particulière après un dîner mondain ou une soirée parisienne bien remplie? Ce n'est pas un hasard. Votre esprit a exécuté toutes
CE, application sociale, en arrière-plan, laissant très peu d'énergie mentale pour la pensée profonde et la réflexion authentique. Mais dans la solitude, c'est comme si vous fermiez toutes CES applications inutiles. Soudain, toute cette énergie se libère et l'esprit peut se concentrer entièrement sur des idées pures, sur des connexions complexes, sur CES pensées qui nécessitent du temps et du silence pour se développer complètement. C'est comme accéder à une version plus puissante de nous-mêmes, une version qui est normalement cachée sous les demandes sociales quotidiennes. Nietzsche a expérimenté cela de première main. SE's retraites estivales à Sils Maria, CE petit, village des Grisons qu'il chérissait, n'étaient pas des fuites mélancoliques, c'étaient de véritables expéditions intellectuelles. Là, loin des conversations superficielles et des obligations sociales, il pouvait suivre le fil de SE's pensées jusqu'à leurs conclusions les plus audacieuses. C'est dans cette solitude qu'il a conçu des idées comme le surhomme et la volonté de puissance, des concepts qui nécessitaient un type de pensée qui n'est tout simplement pas possible quand nous sommes constamment interrompus par les besoins et opinions d'autrui. Mais il y a quelque chose de plus profond ici que la simple libération d'énergie mentale. La solitude permet quelque chose qui est absolument crucial pour le développement de l'intelligence, la capacité de se connaître soi-même sans filtre, sans masque, sans la performance constante qu'exige la vie sociale. Réfléchissez à ceci. Quand avez-vous été pour la dernière fois complètement seul, avec vos pensées, sans vérifier votre téléphone, sans musique de fond, sans aucune distraction? Si vous avez du mal à vous en souvenir, vous comprenez déjà pourquoi cette compétence est devenue si rare et si précieuse. Carl Jung, CE grand psychiatre suisse qui entretenait d'ailleurs une correspondance suivie avec des intellectuels français, possédait une retraite à Bollingen sur le lac de Zurich où il se ressourçait régulièrement. CE n'était pas seulement pour réfléchir, mais pour se confronter à lui-même, avec la plus grande honnêteté possible. Jung comprenait que nous ne pouvons développer une véritable sagesse si nous ne connaissons pas nos propres motivations, nos peurs les plus profondes, nos schémas de pensée inconscients. En solitude, nous ne pouvons plus nous cacher derrière des rôles sociaux ou des attentes externes. Nous nous confrontons à nous-mêmes dans un état pur. Et bien que cela puisse être inconfortable au début, c'est aussi libérateur d'une manière que peu d'expériences peuvent égaler. Les personnes les plus intelligentes ont appris à valoriser cette expérience d'autoconfrontation. Elles savent que chaque moment de véritable solitude est une opportunité de mieux se connaître, d'identifier ses propres contradictions, de développer cette cohérence interne qui est la marque d'un esprit véritablement mature. Cela nous amène à une observation fascinante. Les personnes les plus intelligentes ne craignent pas l'ennui. En fait, elles le recherchent activement. Alors que le monde moderne nous a conditionnés à remplir chaque moment libre de stimulation constante, les esprits les plus brillants comprennent que l'ennui est l'espace vide où naissent les idées les plus originales. Quand Nietzsche restait des heures à regarder les montagnes sans rien faire d'apparemment productif, il ne perdait pas son temps. Il créait les conditions parfaites pour que son esprit établisse CES connexions imprévisibles qui ne surgissent que lorsque nous cessons de forcer la pensée et permettons qu'elle s'écoule naturellement. La neuroscience moderne a confirmé que CES grand penseur pressentait quand notre cerveau n'est pas concentré sur une tâche spécifique, il active CE qu'on appelle le réseau neuronal par défaut. Imagine-le comme le système d'archivage et de réorganisation automatique de ton esprit. Ce réseau est responsable de certains de nos processus mentaux les plus créatifs et intégratifs. C'est là que nous traitons les expériences passées, que nous élaborons des plans futurs. Et plus important encore, c'est là que se produisent CES, moments de révélation, qui peuvent complètement changer notre perspective sur un problème. Avez-vous remarqué comment les meilleures idées surgissent lors d'une promenade solitaire dans un parc parisien, sous la douche, ou dans CES instant d'entreveille? Ce n'est pas une coïncidence.
c'est ton réseau neuronal par défaut qui fonctionne à sa capacité maximale. Mais voici le point crucial. Ce réseau ne peut fonctionner de manière optimale que lorsque nous sommes dans un état de calme mental, sans les interruptions constantes qui caractérisent notre vie sociale. La solitude n'est pas seulement compatible avec ce processus, elle lui est essentielle. Les personnes les plus intelligentes ont développé qu'on pourrait appeler une tolérance supérieure à la solitude. Non seulement elles peuvent être seules sans anxiété, elles trouvent dans cette solitude une source d'énergie et de créativité que la compagnie constante ne pourrait jamais leur fournir. Cette tolérance ne se développe pas du jour au lendemain. C'est une compétence qui se cultive, comme apprendre à jouer d'un instrument ou maîtriser une langue. Elle demande de la pratique, de la patience et surtout la volonté de résister à la pression sociale constante qui nous pousse vers la connexion perpétuelle. Nietzsche l'a exprimé brillamment. L'homme le plus sage serait le plus riche en contradictions, qui aurait, pour ainsi dire, des antennes pour tous les types d'hommes. Mais pour développer antennes, pour vraiment comprendre la complexité humaine, on doit d'abord se comprendre profondément soi-même. Et cela n'est possible qu'en solitude. Cela nous amène à un point paradoxal, mais fondamental. Les personnes qui comprennent le mieux les autres sont précisément celles qui ont passé le plus de temps seules avec elles-mêmes. Ce n'est pas une coïncidence si les meilleurs écrivains, philosophes, artistes et penseurs de l'histoire ont été en majorité des individus qui valorisaient et cultivaient activement la solitude. Mais comment cela se manifeste-t-il en pratique? Que fait exactement une personne intelligente quand elle est seule, qui la différencie de quelqu'un qui tue simplement le temps? Voici le secret qui change tout. La différence réside dans l'intentionnalité. Les personnes les plus intelligentes ne sont pas seulement seules, elles sont seules avec un but. C'est comme la différence entre être assis sans rien faire et méditer consciemment. Extérieurement, cela peut paraître identique, mais intérieurement, sont des processus complètement différents. Elles utilisent temps pour que Nietzsche appelait ruminer leurs expériences, pour traiter les complexités de la vie d'une manière qui n'est tout simplement pas possible quand nous réagissons constamment à des stimuli externes. Imagine un instant comment serait ton esprit s'il n'avait pas à traiter constamment des SMS, des notifications, des conversations anodines, des obligations sociales. S'il pouvait consacrer toute son énergie aux problèmes et questions qui t'intéressent vraiment. C'est l'état que les personnes les plus intelligentes ont appris à créer et à protéger jalousement. Ce n'est pas qu'elles évitent les gens par principe, c'est qu'elles ont compris quelque chose de fondamental. La qualité de nos pensées est directement liée à la qualité du silence que nous sommes capables de créer dans nos vies. Nietzsche passait des heures à écrire en solitude, non pas parce qu'il était antisocial, mais parce qu'il savait que ses meilleures idées ne pouvaient émerger que dans cet état de contemplation profonde qui requiert une absence totale de distractions externes. Chaque page qu'il écrivait était le résultat d'heures de traitement mental silencieux, de connexions que son esprit avait faites dans moments apparemment improductifs de solitude. Et voici que nous touchons à une compréhension plus et profonde. La solitude que recherchent les personnes intelligentes n'est pas réactive. Elles ne fuient pas le monde parce qu'il les a blessées ou parce qu'elles redoutent de nouer des liens. Leur solitude est proactive, délibérée, stratégique. Elles comprennent que tout comme un muscle a besoin de repos pour se renforcer, l'esprit a besoin de silence pour développer son plein potentiel. La solitude devient leur salle de sport mental, l'endroit où elles exercent leur capacité de pensée profonde, où elles développent cette indépendance intellectuelle qui les caractérise. Cette indépendance intellectuelle constitue peut-être le cadeau le plus précieux de la solitude cultivée en conscience. Lorsque vous passez suffisamment de temps seul avec vos propres pensées, vous développez une assurance en votre capacité d'analyse qui vous rend moins tributaire des opinions extérieures pour forger vos propres conclusions. Ce n'est pas de
L'arrogance, c'est l'autonomie intellectuelle. C'est la différence entre quelqu'un qui a besoin de consulter constamment les autres avant de prendre une décision et quelqu'un qui a développé la capacité de traiter des informations complexes de manière indépendante. Nietzsche l'expérimentait comme une forme de liberté radicale. Dans SES Retraite solitaire, il n'avait à justifier ses idées devant personne. Il n'avait pas à les édulcorer pour les rendre socialement acceptables. Il pouvait poursuivre n'importe quelle ligne de pensée jusqu'à son terme. Peu importe combien CES conclusions s'avéraient dérangeantes ou controversées. Cette liberté intellectuelle est CE qui permet aux esprits les plus brillants de faire CES connexions originales qui finissent par devenir des avancées significatives en sciences, arts, philosophie ou dans tout domaine de la connaissance humaine. Mais nous ne faisons qu'effleurer la surface des raisons pour lesquelles la solitude constitue le terreau secret où s'épanouit la véritable intelligence. CE que nous avons exploré jusqu'à présent n'est que la base, le socle conceptuel. Maintenant vient la partie qui peut vraiment transformer votre esprit pour toujours. Les techniques secrètes qu'utilisaient des penseurs comme Nietzsche pour convertir leur solitude en laboratoire de croissance intellectuelle. Vous allez découvrir des méthodes concrètes que vous pouvez appliquer immédiatement pour commencer à utiliser votre propre temps seul de manière plus productive et transformatrice. La réponse à cette question vous donnera un indice sur pourquoi nous sommes sur le point d'explorer certains des secrets les mieux gardés du développement intellectuel. Parce qu'il s'avère que la capacité d'être vraiment seul avec soi-même n'est pas seulement une préférence personnelle des esprits brillants, c'est une compétence qui peut être développée, perfectionnée, et utilisée pour accéder à des niveaux de pensée et de créativité que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Et c'est exactement CE que nous allons découvrir ensuite. Maintenant que nous comprenons pourquoi la solitude entraîne l'intelligence, nous arrivons au moment le plus fascinant de CE Voyage, la transformation pratique. Vous êtes-vous déjà demandé comment exactement l'esprit développe cette super intelligence quand il est complètement seul? Quels sont les mécanismes réels qui convertissent l'isolement en pouvoir intellectuel? Nietzsche appelait CE processus l'art de l'autoconquête, mais voici CE que la plupart ne comprennent pas. Cet art a des méthodes spécifiques, des techniques concrètes que vous pouvez maîtriser. Ce n'est pas seulement s'asseoir en silence et espérer que quelque chose de magique arrive. C'est comparable à l'apprentissage du piano. N'importe qui peut s'installer devant le clavier et appuyer sur les touches. Mais seuls ceux qui maîtrisent les bonnes techniques peuvent créer de la vraie beauté musicale. La solitude intelligente fonctionne de la même manière. C'est un entraînement méthodique qui transforme l'architecture même de votre pensée. La première technique est ce que j'appelle le dialecte interne de la vérité. Quand vous êtes vraiment seul, sans le besoin de filtrer vos pensées pour les autres, votre esprit commence à parler dans son langage le plus pur. Mais voici le secret que la plupart ne connaissent pas. Vous devez consciemment devenir l'observateur de ce dialecte. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un laboratoire scientifique. Tout au long de la journée, quand vous êtes entouré de gens, c'est comme si des visiteurs constants interrompaient vos expériences. Mais dans la vraie solitude, vous pouvez verrouiller les portes et permettre aux expérimentations les plus profondes de débuter. La première expérimentation est la dépuration cognitive. Votre esprit, libéré du besoin de traiter les signaux sociaux, commence automatiquement à réorganiser ces informations. C'est comme s'il disposait d'une fonction d'autoréparation profonde qui ne s'active qu'en l'absence d'interruption extérieure. Les pensées superficielles se décantent, tandis que les idées les plus précieuses remontent à la surface. Mais voici le point crucial. Vous devez entraîner votre attention pour reconnaître CES moments d'émergence intellectuelle. La plupart des gens sont tellement habitués au bruit mental que quand la clarté arrive, ils ne la reconnaissent pas. Avez-vous déjà remarqué comment les meilleures idées surgissent quand vous marchez seul, sous la douche ou juste avant l'endormissement?
CE n'est pas un hasard. C'est votre esprit qui accède à son mode de traitement supérieur, celui qui ne s'active qu'en l'absence de stimulation sociale. La deuxième technique correspond à CE que Nietzsche décrivait comme le marteau de l'auto-évaluation. En solitude, débarrassé des masques sociaux, vous pouvez vous soumettre à une analyse d'une honnêteté brutale. Mais CE n'est pas du masochisme intellectuel, c'est un étalonnage précis. Quand tu es seul avec tes pensées, tu peux te poser les questions que tu ne te poserais jamais en public. Cette conviction est-elle authentiquement mienne ou l'ai-je adoptée par conformisme social? Cette appréhension est-elle fondée ou n'est-ce qu'une construction culturelle française? Cette ambition émane-t-elle de mon être profond ou du désir d'épater la galerie? Ce processus de questionnement profond, c'est comme de la musculation pour l'intellect. Chaque question difficile que tu te poses, chaque croyance que tu examines sans pitié, renforce ta capacité de pensée indépendante. La troisième technique est la synthèse de motifs invisibles. C'est ici que la solitude devient un véritable avantage évolutif. Ton esprit, sans la pression de répondre immédiatement aux stimuli externes, peut se consacrer à une tâche qui requiert du temps et une concentration profonde, connecter des idées apparemment non liées. Pense aux grands génies de l'histoire. Einstein a développé la relativité pendant de longues périodes de contemplation solitaire. Jung a découvert les archétypes de l'inconscient collectif dans les profondeurs de son isolement auto-imposé. Darwin a formulé l'évolution pendant des années de réflexion en solitude. CE n'est pas qu'ils étaient des génies de naissance. Ils le sont devenus parce qu'ils ont entraîné leur esprit dans la salle de musculation la plus puissante qui soit, la solitude consciente. Mais attention, voici l'avertissement crucial que tu dois comprendre. Toute solitude ne génère pas l'intelligence. Vous êtes-vous déjà interrogé sur cette différence fondamentale? Pourquoi certaines personnes trouvent dans la solitude une source de transformation, tandis que d'autres y sombrent dans cette mélancolie si typiquement française? Il existe deux types fondamentalement différents. La solitude d'évasion, où tu fuis les défis, et la solitude conquérante, où tu les affrontes directement. La solitude d'évasion, c'est comme un refuge qui se transforme en prison. Elle te rend plus faible parce que tu utilises l'isolement pour éviter la réalité, pour te cacher des problèmes, pour ruminer dans des boucles négatives qui ne mènent nulle part. La solitude conquérante, c'est comme un laboratoire personnel, où chaque expérimentation vous enrichit. C'est quand tu utilises l'isolement comme un espace sacré pour traiter la réalité plus profondément, pour résoudre des problèmes complexes, pour développer des perspectives que les autres ne peuvent pas voir. Comment distinguer CES, deux approches? Voici le critère décisif. La solitude conquérante produit toujours quelque chose de tangible. Une idée nouvelle, une perspective fraîche, une solution créative, une compréhension plus profonde. La quatrième et plus puissante technique est CE, que j'appelle l'alchimie du silence. Dans le silence profond de la solitude, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Ton esprit arrête de fonctionner en mode réactif et commence à évoluer en mode créatif. Imagine-le ainsi, c'est la différence entre être un écho dans une montagne et être la voix originale qui crée le son. Quand tu réagis sans cesse aux autres, aux actualités, aux réseaux sociaux, aux conversations, ton esprit reste prisonnier du mode écho. Il ne fait que rebondir l'information existante comme le son qui revient déformé depuis les falaises. Mais que se passe-t-il quand tu t'éloignes suffisamment de tous ces bruits? Dans la solitude profonde, tu deviens la source originale. Tu commences à générer des idées vraiment uniques, des perspectives qui ne sont pas de simples combinaisons de CE que d'autres ont dit, mais des créations authentiques de ta propre capacité de traitement. C'est la raison pour laquelle les mystiques de toutes les traditions parlent du pouvoir du silence. CE n'est pas du mysticisme fumeux, c'est de la neuroscience appliquée. Ton cerveau, libéré du traitement constant d'informations externes, peut consacrer cette ressource à la synthèse créative. Mais comment entraînes-tu spécifiquement cette capacité?
Cette question vous taraude depuis le début de cette réflexion, n'est-ce pas? Ce que je vais te révéler maintenant est la méthode exacte qui a transformé la capacité mentale de milliers de personnes, y compris la mienne. D'abord, instaure des périodes sacrées de solitude. Et quand je dis « sacré », je le pense littéralement. Ce n'est pas juste être seul, c'est créer un espace-temps spécifiquement dédié au développement intellectuel. 1 heure chaque jour, complètement déconnecté de tout stimulus externe. Pendant cette heure, tu ne consommes aucune information. Deuxièmement, utilise CE que j'appelle la technique de la question germe. Tu entres dans ta période de solitude avec une question spécifique que tu veux explorer. Ça peut être un problème professionnel, une décision personnelle, ou simplement, quelle est la chose la plus importante que je dois comprendre en CE moment de ma vie? Troisièmement, tu laisses ton esprit vagabonder librement autour de cette question, mais avec une discipline subtile. Tu observes où va ta pensée sans la juger, tout en évitant de te perdre dans des distractions hors sujet. Quatrièmement, et c'est crucial, tu écris immédiatement après toute intuition qui a émergé, peu importe si elle semble triviale ou incomplète. L'écriture immédiate capture les idées dans leur forme la plus pure, avant que l'esprit conscient ne les déforme. Ce processus, pratiqué régulièrement, reconfigure littéralement ton cerveau. Tu développes CE que les neuroscientifiques appellent des réseaux de mode par défaut, plus sophistiqués. Ton esprit devient meilleur dans le traitement en arrière-plan, dans les connexions créatives, dans la synthèse d'informations complexes. Mais le bénéfice le plus profond n'est pas seulement intellectuel, il est existentiel. Tu développes CE que Nietzsche appelait la volonté de puissance, mais pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur toi-même. La capacité de penser, de manière indépendante, de créer tes propres perspectives, de ne pas avoir besoin de la validation constante des autres pour savoir CE qui est vrai. Et nous atteignons ici le point de transformation totale. Quand vous maîtrisez la solitude intelligente, vous ne changez pas seulement votre capacité à penser, vous changez votre relation avec le monde entier. Vous n'avez plus besoin d'être constamment connecté parce que vous avez développé une source interne de stimulation intellectuelle. Vous ne craignez plus le silence parce que vous avez découvert que le silence est plein de possibilités. Vous ne dépendez plus des autres pour traiter vos expériences parce que vous avez développé votre propre système de traitement supérieur. C'est comme si vous aviez développé un super pouvoir invisible. La capacité de penser plus clairement, plus créativement, plus indépendamment que la plupart des gens. Et le plus beau, c'est que CE, super pouvoir, se renforce chaque fois que vous l'utilisez. Imaginez-vous dans 6 mois après avoir appliqué CES technique de manière cohérente. Vous faites face à un problème complexe dans votre travail et voici la différence transformatrice. Pendant que d'autres s'agitent, multiplient les recherches sur Internet ou sollicitent sans cesse leurs collègues, vous avez accès à quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Vous vous accordez simplement 20 minutes de solitude consciente et dans CES 20 minutes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit entraîné accède à des niveaux de traitement dont d'autres ignorent même l'existence. Vous connectez des informations que vous aviez stockées, vous générez des perspectives originales, vous trouvez des solutions que d'autres ne peuvent pas voir. Vous rendez-vous compte du pouvoir que cela représente. C'est comme avoir accès à une bibliothèque secrète à l'intérieur de votre propre esprit. CE n'est pas de la magie, c'est le résultat naturel d'avoir entraîné votre intelligence dans la salle de sport la plus puissante qui existe, la solitude consciente. Mais voici la partie la plus importante de tout CE que nous avons exploré. Ensemble, cet entraînement ne finit jamais. La solitude intelligente n'est pas une destination, c'est un chemin de développement continu. Chaque fois que vous choisissez la solitude consciente, plutôt que la distraction constante, vous faites un investissement dans votre futur intellectuel. Chaque moment de silence profond, c'est comme placer de l'argent sur un compte qui génère des intérêts composés.
Et à la fin, vous vous rendez compte que CE, qui semblait être un sacrifice, renoncer à la stimulation constante, était en réalité la plus grande libération possible, la liberté de penser par vous-même, de créer vos propres idées, de ne pas dépendre des autres pour traiter votre réalité. Êtes-vous prêt à commencer cet entraînement? Êtes-vous prêt à transformer votre solitude en votre plus grand avantage intellectuel? La question n'est pas de savoir si vous avez le temps pour cela. La question est de savoir si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire dans un monde où la capacité de penser indépendamment devient la ressource la plus précieuse de toutes. Votre esprit extraordinaire vous attend. Il n'a besoin que de l'espace sacré de la solitude pour se révéler complètement. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la première technique que vous allez mettre en œuvre? Et si CE contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de découvrir le pouvoir transformateur de la solitude intelligente.